Notre histoire commence au printemps 1833. C'est celle d'une expédition vers un monde quasi inconnu, au cœur d'une nature grandiose et intacte. C'est aussi celle d'une rencontre avec des peuples auréolés de mystère, dans les terres lointaines de l'Amérique du Nord. Un univers resté isolé pendant des millénaires. Et c'est à bord d'un bateau à vapeur que le prince Maximilian zu Wied et l'artiste Karl Bodmer s'aventurent dans ces contrées. Ils ne viennent pas en conquérant, mais veulent au contraire témoigner du quotidien des Amérindiens et de leur culture. Ce voyage fondateur pour la représentation des Indiens dans l'imaginaire européen va inspirer l'un des grands héros de la littérature. En 1875, un escroc, tout juste libéré de prison, décide de repartir à zéro et d'entamer une carrière d'écrivain. Karl May veut écrire des romans d'aventure et cherche l'inspiration. Il a représenté sur cette peau ses exploits à la tête des guerriers mandants. C'est une sorte de livre d'histoire pour lui. Il y relate en images ses grandes batailles, les affrontements héroïques où il a fait la preuve de ses qualités de chef et de combattant. Son affrontement avec le chef des Cheyennes est entré dans la légende. Un duel à l'arme blanche dont Matotopé sort vainqueur, bien que blessé. Ces images doivent faire trembler l'ennemi. Il tenait beaucoup à ce qu'on garde ce souvenir de lui. D'ailleurs, il y est parvenu et d'une certaine façon, il est devenu immortel. En 1832, Neuwied, dans l'ouest de l'Allemagne, est le fief de la famille princière de Wied. Le châtelain a 9 frères et sœurs, dont le prince Maximilian, 50 ans. Ce dernier veut partir à la découverte du monde, comme le grand naturaliste et explorateur Alexander von Humboldt. Dans ses appartements des bords du Rhin, il imagine un ambitieux voyage auprès des Indiens d'Amérique du Nord. Il embauche Karl Bodmer, un jeune peintre zurichois, qui illustrera l'expédition en échange d'une modique rétribution. Les deux hommes mettent plusieurs mois pour parvenir à leur destination. Le 10 avril 1833, ils commencent leur périple sur le Missouri à bord d'un bateau à vapeur. Le Yellowstone est utilisé par la Compagnie américaine des fourrures pour le commerce des peaux avec les Indiens. C'est une révolution technique. Il n'est en service que depuis 1 an. Pour la centaine de passagers, la vie à bord est confortable. Karl Bodmer a le temps de peindre et Maximilian d'écrire.
Afin de suivre l'auteur, le lecteur devra se transposer dans ces vastes plaines. Là, plusieurs tribus aborigènes jouissent encore d'une demeure tranquille, tandis que leurs frères des parties orientales du continent, pourchassés par une population nouvelle, sont tués, dénaturés ou repoussés. M. Bodmer a représenté les nations indiennes avec une grande vérité. Ces planches seront utiles à ceux qui voudraient connaître ces peuples. Je recommande également les paysages de ce jeune artiste distingué. Au bout de 6 semaines, le Yellowstone atteint le territoire des Dakota, une tribu Sioux. Les Dakota du Missouri sont des peuples chasseurs. Dans leur voyage, ils couchent sous des tentes de cuir faciles à transporter, des cônes tenus par de robustes perches et recouverts de peaux de bison. Voici les habitations des Dakota vues par Carl Bodmer il y a 180 ans. Et aujourd'hui. Poplar, dans l'État du Montana, est le siège de la réserve de Fort Peck. La pauvreté et le déracinement font ici des ravages, comme dans la plupart des implantations amérindiennes. Mais ce week-end, les habitants tiennent leur powwow annuel. Lors de ce rassemblement, les Indiens célèbrent la force spirituelle de leur peuple et disent toute la fierté que leur inspire leur histoire. Une pâle survivance de l'univers décrit par le prince Maximilian. Vers midi, nous entendîmes de nouveau les tambours des Indiens. Bientôt toute la compagnie entra, richement vêtue et accompagnée d'une foule de spectateurs. Les powwows rassemblaient autrefois les guerriers d'une même tribu. Aujourd'hui, les Amérindiens se retrouvent afin de chanter et de danser, de célébrer la communauté et les racines de leur culture. Pour vivre bien, dit-on ici, il faut perpétuer les traditions. Karl May prétendait avoir visité l'Ouest américain, mais il n'en était rien. Ces récits, qui voient le jour plus de 40 ans après l'expédition du prince, sont inspirés uniquement par ses lectures. Une danse lente et singulière commença. Elle semblait d'autant plus étrange que les hommes avaient suspendu à leur corps toutes sortes d'objets biscornus, voire monstrueux. Un chant monotone l'accompagnait. Terry Martinez est le maître de cérémonie de ces danses. Son nom indien est Matro Anglais, peau d'ours. C'est un descendant direct de 7e génération du légendaire Sitting Bull, vainqueur de la bataille de Little Big Horn en 1876. Vous trouverez ce genre de bâton de cérémonie dans le clan des Hunkpapa, celui de Sitting Bull, ainsi que chez les Blackfeet, ce sont les dernières des 5 tribus. La couleur bleue représente le ciel, le vert symbolise la terre, les 4 touches de jaune, c'est le soleil, et le rouge, c'est le chemin sur lequel nous avançons. Les plumes viennent d'un aigle et les miroirs reflètent toutes les menaces susceptibles de se présenter. Mais elles sont rares. Les Indiens vivent dans un esprit positif et respectueux. Les Indiens se montrent d'ailleurs bienveillants envers Carl Bodmer lorsqu'il sort son chevalet. Le chef Waktegeli, gros soldat, paraissait très flatté de servir de modèle à M. Bodmer, note le prince Maximilian dans son journal. Je crois que ces deux hommes portaient en eux quelque chose qui parlait au cœur de notre peuple. Les Lakota appellent ça... C'est une disposition affectueuse qu'on a au fond de nous.
Je la retrouve dans leurs œuvres et dans leurs textes. Dakota Goodhouse enseigne l'histoire amérindienne. C'est aussi l'un des derniers à perpétuer l'art ancestral de sa tribu. Il y a différentes manières de peindre les peaux de bison. Les femmes ont leur façon bien à elles. Elles représentent des formes et des motifs géométriques abstraits. Les hommes, comme on le voit ici, font des dessins plus figuratifs, avec ce genre d'images et de pictogrammes. C'est une répartition logique. Si un mandant dessinait ses exploits, il fallait qu'un Sioux Lakota puisse comprendre immédiatement de quoi il s'agissait. J'aime donc à penser que c'est un langage d'homme. À Poplar, c'est la dernière soirée du Powo. De nombreux prix ont été remis dans diverses catégories pour une valeur totale de près de 25 000 $. Le tout financé par les habitants de la réserve. Les peuples des Premières Nations ne possèdent pas grand-chose, mais on nous apprend à partager le peu que nous avons et à exercer certaines vertus au quotidien. La compassion, l'empathie, l'amour, la sollicitude, le partage. Dans les Powo, c'est la générosité qui est au premier plan. Ça veut dire, c'est dur d'être un Indien, mais j'aime notre façon de vivre. Quittant le territoire des Lakota et des Dakota, nous continuons à remonter le Missouri, comme le prince Maximilian. Au XIXe siècle, l'aventure n'est pas sans danger. Pour l'équipage du Yellowstone, la rivière est encore largement inconnue et indomptée. Les hauts fonds sont nombreux. Le 19 avril, le bateau était toujours échoué sur un banc de sable. On essaya de l'alléger en le déchargeant sur un bateau plat. M. Bodmer a dessiné très fidèlement la scène. Le 18 mai, nous vîmes les premiers bisons. Plusieurs chasseurs débarquèrent sur le champ pour les poursuivre. Les employés de la compagnie tuent souvent ces précieux animaux pour se divertir, sans avoir la moindre intention d'en faire usage. Si le continent nord-américain comptait près de 30 millions de bisons avant l'arrivée des colons, il ne restait en tout et pour tout que 23 de ces bovidés en liberté en 1902. Un massacre perpétré essentiellement par les pionniers. Karl May est sensible à cette tragédie. Le Peau-Rouge avait des égards pour le gibier dont il se nourrissait. L'homme blanc, lui, a fait des ravages, tel un prédateur furieux qui ne tue que pour faire couler le sang. Il n'y aura bientôt plus de bisons. Et ensuite, plus d'Indiens. Misère. Le 24 juin 1833, après avoir parcouru 3000 km en 75 jours, le Yellowstone atteint sa destination, Fort Union. C'est alors le plus important comptoir commercial de peau sur le Missouri. À l'arrivée du prince Maximilian et de Karl Bodmer, une salve de coups de canon a été tirée en leur honneur. C'était un peu Noël. Le bateau à vapeur ne passait qu'une fois par an. C'était un grand jour. Karl Bodmer immortalise la scène.
Je crois que Maximilian zu Wied ne correspondait pas à l'idée qu'on se faisait habituellement d'un homme d'un certain rang, puisqu'il était prince. Les Indiens, en particulier, étaient dépités. Pour ce genre d'occasion, ils se faisaient beaux et sortaient leur parure de plumes. Ils ne comprenaient pas qui était cet homme de pouvoir qui se présentait à eux dans ses plus vieux habits. Maximilian s'en moquait. Il ne cherchait pas à se donner en spectacle. Seule la science l'intéressait. Et la science n'a pas besoin d'un manteau d'hermine. Sous la plume de Karl May, le personnage d'Old Shatterhand prend une apparence bien différente. En témoigne cette carte postale promotionnelle. Ordinaire se composait de chair de bison fraîche ou séchée et de pain fait avec de la farine. Le café et le vin ne manquaient jamais. Nous vivions en fonction des ressources. Autour du fort et cherche le contact avec les marchands blancs. Mais ce rapprochement a aussi des effets néfastes, comme le note Maximilian. L'eau de vie est particulièrement prisée par ces Indiens, comme par tous les Américains du Nord. Pour elle, ils donnent tout ce qu'ils possèdent et jusqu'aux vêtements qui les couvrent. Lauren Yellowbird compte parmi ses ancêtres des chefs et des guérisseurs. Grâce à sa connaissance approfondie du mode de vie amérindien, il a été conseiller sur le tournage du film The Revenant, récompensé par 3 Oscars et dont l'intrigue se déroule dans la région. Cette salle où se déroulaient les transactions commerciales était le centre névralgique du fort. Chaque année, relate le prince Maximilian, 50 000 peaux de bison y transitaient, d'une valeur équivalent aujourd'hui à 5 millions d'euros. Les chefs se retrouvaient ici pour vendre leurs peaux de bison ou de castor, toutes les fourrures qu'ils pouvaient négocier. En échange, ils repartaient avec des couvertures, des étoffes, des ustensiles en fer blanc, des couteaux et ce genre de choses. Le volume d'échange était considérable ici. Il y avait toujours un moment où on sortait un calumet et où tout le monde fumait. On priait, on le passait au suivant. C'était tout un rituel. Old Shatterhand ne refuse jamais de se plier à cette tradition. J'étais souvent amené à fumer le calumet de la paix, ce qui me faisait prendre la mesure du sérieux et de la solennité de la transaction. De la main gauche, j'esquissais un geste de recueillement et inspirais la première bouffée. Puis je rejetais la fumée en direction du ciel et de la terre. Le 6 juillet, à 7 heures du matin, plusieurs coups de canon furent tirés de part et d'autre pour se saluer. Nos gens commencèrent à haler notre embarcation. À bord d'un keelboat, un bateau de rivière à rames, les passagers s'éloignent encore plus des conquêtes de la civilisation. Le général Ashley est une réplique de ce moyen de transport traditionnel sur le Missouri. Une fois par an,
il accueille un rassemblement de mountain men. Avec mon équipage, on a déposé Maximilian et Bodmer à Fort Mackenzie, à une soixantaine de kilomètres en amont. Là, on retourne à Fort Union, où on va charger des marchandises. Le bateau sera rempli de peaux de bison. D'ailleurs, on a croisé un troupeau de bisons juste avant, et on a refait nos stocks de viande fraîche. Expédition sur la terre ferme. Armes à la main. La plupart des membres de notre groupe ont entendu parler de Maximilian et de Bodmer, contrairement à la grande majorité des Européens. C'est curieux, mais il vous a fallu venir dans l'Ouest pour trouver des gens qui connaissent les deux protagonistes de votre documentaire. La nuit tombe. C'est l'heure de lire à voix haute quelques pages du journal du prince Maximilian. Les œuvres de Karl Bodmer circulent également. Documents venus du passé, mais surtout mode d'emploi pour le présent. Si ça ne tenait qu'à moi, je retournerais 170 ans en arrière. D'ailleurs, dans notre groupe, on sauterait tous sur l'occasion d'aller vivre, si c'était possible, au début du 19e siècle. On est passionné par ce mode de vie. Voilà pourquoi on fait tout ça. Karl May aurait aimé être un de ces hommes de l'Ouest. Libres, rompus aux dangers de la nature sauvage, carabine à la main, comme il l'écrit. Il se fait photographier avec sa panoplie complète comme pour vivre son rêve et emmener avec lui des millions de lecteurs. Voilà près d'un mois que le prince Maximilian remonte la rivière en Un peu après midi, nous atteignîmes un endroit remarquable où le Missouri paraît sortir d'une porte, car il fait un coude autour d'un rocher conique anguleux qui ressemble à une tour. Les marchands lui ont donné le nom de Citadel Rock. Le 9 août 1833,
Maximilian sous vide et Karl Bodmer arrivent à Fort Mackenzie, dont on peut visiter aujourd'hui une reconstitution. C'est le dernier comptoir commercial avant les Rocheuses. Les montagnes légendaires constituent l'ultime destination des deux voyageurs. Devant nous se dessinait à quelque distance la première chaîne des montagnes rocheuses. Nous pouvions voir une jolie plaine où l'on distinguait 3 ou 4 tentes, ainsi que plusieurs Indiens qui faisaient paître leurs chevaux. La poursuite du voyage est toutefois incertaine. Maximilian sous vide note que certains Indiens sont dans de mauvaises dispositions. Des centaines de tentes entourent le fort, et à l'exception des Blackfeet, toutes les tribus sont hostiles aux Blancs. La situation est explosive. Le 28 août, au point du jour, nous fûmes réveillés par des coups de fusil. Nous sautâmes à bas du lit pour charger nos fusils de chasse. Des coups de fusil partaient des toits. Une fois montés, nous vîmes toute la prairie recouverte d'Indiens à cheval qui tiraient sur le fort. Quand il écrit ce genre de scène, Karl May s'identifie complètement à son personnage d'Old Shatterhand. Caché derrière la clôture, je tirais sans discontinuer avec mon fusil Henry. Je m'efforçais toutefois de ne pas tuer l'ennemi, simplement de le mettre hors de combat. Voici comment Karl Bodmer et Maximilian sous vide relatent les événements. Les assaillants avaient découpé les tentes à coups de couteau, tuant ou blessant leurs occupants réveillés subitement. Un grand désordre régnait dans le fort. Une foule d'hommes, de femmes et d'enfants blessés avaient été couchés ou assis contre les murs. Un vieillard avait reçu une balle dans le genou, qu'une femme lui retira avec un canif sans qu'il laisse apparaître la plus légère marque de douleur. Nous faisions ce que nous pouvions pour secourir les blessés. On leur distribua de longs gants et des linges. Après l'affrontement, Maximilian prend une décision difficile. Nos scalps auraient été sans doute une précieuse acquisition pour nos assaillants. Je me vis à regret forcé de renoncer au plan de remonter encore davantage le Missouri et demander un bateau pour redescendre la rivière. Après avoir abandonné son projet, Maximilian semble trouver une certaine quiétude. Le lendemain matin, nous atteignîmes la région des Stonewalls. Elle n'a pas sa pareille sur tout le cours du Missouri, et nous restâmes sur le pont toute la matinée. À chaque moment apparaissaient de nouveaux palais blancs féeriques. De longues étendues offraient l'apparence d'une grande forteresse prise d'assaut. Les figures bizarres étaient de plus en plus fréquentes. Leur masse était découpée en forme cubique, évoquant plus vivement encore un travail de maçonnerie. Un silence solennel dans la vaste nature sauvage au milieu de laquelle nous nous trouvions. Personne ne disait mot, comme si les circonstances nous incitaient à des réflexions graves.
Le 8 novembre 1833, les deux voyageurs parviennent au village de Mitutahongtosh, sur le territoire des Mandans. Quand Maximilian et Bodmer sont arrivés, il y avait ici une ville. Les Mandans vivaient dans des huttes de terre, des maisons circulaires. Elles pouvaient faire de 8 à 14 mètres de diamètre et étaient constituées de piquets de bois recouverts de terre. Elles hébergeaient des familles élargies de 12 à 20 personnes. La ville comptait sans doute 1500 à 1800 habitants. Là, il y avait des maisons, un habitat très dense entouré de fortifications. Les Mandans protégeaient ainsi leurs chevaux et leurs céréales des peuples nomades qui passaient dans les environs. Honestland Village est une reconstitution partielle d'un village mandan sur un site authentique. Le journal du prince Maximilian et les peintures de Karl Bodmer ont beaucoup inspiré sa création. On a rarement l'occasion de voir l'intérieur des huttes de terre traditionnelles. Mais Bodmer et Maximilian ont passé quelque temps à Mitutahongtosh et nous ont laissé des images qui montrent que c'était des lieux chaleureux, accueillants et agréables. Cette peinture de Karl Bodmer est un témoignage unique du quotidien de l'époque. Quand un convive arrivait, on l'invitait à s'asseoir et on lui offrait un bol de soupe. C'était la tradition. Une soupe composée d'ingrédients du potager amérindien. C'est ici que Bernadine Youngbird enseigne aujourd'hui les secrets d'une alimentation saine et traditionnelle. Comme autrefois, les femmes ont toujours de nombreuses responsabilités dans la vie de la tribu. Le rôle des femmes ne se limitait pas à prendre soin des proches. Elles construisaient aussi les huttes en terre. Bâtir un foyer pour leur famille faisait partie de leurs responsabilités. Elles entretenaient les habitations et en étaient propriétaires, puisque c'était elles qui les construisaient. Maximilian n'évoque pas cet aspect du quotidien amérindien. Sans doute voit-il les femmes à travers le prisme de sa propre culture. Nos sociétés reposent sur les femmes. C'est par elles que se transmet la filiation, et non par les hommes, comme dans les cultures européennes. Les Européens préfèrent avoir des fils. Nous cherchons plutôt à avoir des filles, car c'est par elles que se perpétue un lignage. Le prince et l'artiste s'installent dans l'univers très masculin de Fort Clark, à 2 pas du village indien. Chez les Mandans, les hommes prennent en charge toutes les activités extérieures. Les chefs mandans venaient au fort pour faire du commerce, mais aussi pour rendre visite à Maximilian et passer du temps avec lui pour que Bodmer puisse les peindre en tenue de cérémonie et reproduire les motifs ornant leur peau de bison. On a des documents qui le relatent. Cela se passait dans les habitations ou en plein air. En plein air, fin novembre. Autant dire déjà en hiver. Le froid arrive brutalement au bord du Missouri et la température descend jusqu'à moins 40 degrés. Les 2 explorateurs doivent passer plusieurs mois sur place. Ils en profitent pour étudier au plus près la vie de leurs voisins. De ces mois passés auprès des Mandans et d'autres tribus, Karl Bodmer dira plus tard « Les Indiens étaient mes amis ».
Un habitant du village le plus proche vient les voir presque tous les jours. C'est le chef en personne. Un homme encore jeune, mais déjà connu parmi les Indiens de la prairie. Monsieur Bodmer a peint le portrait en pied du chef Matotope, dans son plus beau costume. Vaniteux comme le sont tous les Indiens, il a besoin pour sa toilette d'un temps plus long que la plus élégante des Parisiennes. Ce portrait, le voici. On y trouve tous les attributs du chef indien. L'attention dont il faisait l'objet était pour lui un honneur. Le prince Souvid raconte que Matotope a posé avec beaucoup de patience pour ce portrait, parce que c'était important à ses yeux. Il tenait aussi à ce que son portrait soit parfaitement ressemblant. C'était d'ailleurs également une préoccupation du prince, qui rappelait souvent à Bodmer qu'il devait restituer fidèlement la réalité. Un second portrait de Matotope le montre avec ses peintures de guerre. Matotope rentra d'expédition et nous raconta avec orgueil qu'il avait compté chacun de ses coups et que personne n'avait pu le surpasser. J'ai eu souvent l'occasion de parler de cet homme. Son caractère était noble à bien des égards. Il me donna des renseignements fort exacts sur sa propre nation et sur les autres peuplades indiennes du voisinage, et il prit aussi plaisir à me faire connaître les termes de la langue mandane. Ils devaient avoir une relation très intéressante. Ce trésor de savoir qui nous est parvenu provient pour l'essentiel de Matotope. Pour un scientifique comme le prince Maximilian, ce chef indien était une précieuse source d'informations et de savoir, du fait de son statut et du respect unanime qu'il inspirait. C'est sans doute aussi de là que vient la fascination qu'éprouvait Karl May, qui a créé Winnetou sur le modèle de Matotope. Je sentais que cet homme était bon et devait posséder des talents extraordinaires. Malgré sa jeunesse, Winnetou avait déjà accompli plus d'actes de bravoure à lui seul que 5 guerriers chevronnés dans toute leur vie. Winnetou! Un jour, son nom sera célèbre jusqu'aux confins de la prairie. L'univers de Winnetou, aujourd'hui. Le dernier mandant parlant encore couramment la langue du chef Matotope vivait ici, dans le Dakota du Nord. Il est mort fin 2016, à l'âge de 85 ans. Nous avons pu rencontrer Edwin Benson peu avant sa disparition, grâce à Indrek Park. Ce linguiste estonien étudie la langue des mandants. Avec son assistant Elijah Benson, le neveu d'Edwin, il s'est entretenu quasi quotidiennement avec le vieil homme. La tribu finance le projet, bien qu'elle ne compte plus que 200 membres environ. Est-il possible de sauver la langue et la culture de ce peuple? N'importe qui peut apprendre la langue des mandants et la parler. Mais il faut la pratiquer tous les jours, pas seulement quand on en a envie ou quand on y pense. Il faut l'apprendre, la pratiquer et l'utiliser à la maison tout le temps, sans quoi on n'arrive à rien. Les descriptions et les images que nous ont laissées le prince Maximilian et Karl Bodmer sont inestimables. Non seulement pour les chercheurs, en biologie, en anthropologie ou en linguistique, mais aussi pour les tribus qui sont dépositaires de cet héritage culturel.
C'est une représentation fantastique, très détaillée de la vie de leurs ancêtres. Et ça ne s'arrête pas aux aquarelles. Il y a aussi toute une documentation linguistique, des listes de vocabulaire, des explications grammaticales. Ce journal a contribué à faire revivre certains mots un peu oubliés. Toutes ces observations sont une incitation formidable à réactiver des savoirs latents et des pratiques tombées en désuétude depuis 50 ans ou plus. Nous sommes à l'école élémentaire du village mandant de Twin Buttes. Une expérimentation est menée ici, tous les matins avant le début des classes. Les enfants suivent un cours de langue mandane. On sème ici une petite graine, dans l'espoir que l'héritage de Matotopé ne se limite plus à l'avenir à une collection d'objets dans un musée de Stuttgart. Karl May, déjà, déplorait la tragédie des peuples premiers américains. Voici la petite portion de territoire qu'ils ont pu conserver. La réserve de Fort Berthold, filmée en 1950. Les huttes de terre ont cédé la place à des maisons en rondins. Les Indiens sont confiants à l'époque. Leur présence est garantie par un contrat passé avec les Blancs. Mais en 1952, le gouvernement américain décide de construire ici le barrage Garrison. Les habitations, les sépultures et les lieux sacrés sont emportés par les bulldozers. Un traumatisme toujours présent aujourd'hui. 20% de la réserve disparaît sous les eaux du lac de retenue. Jason Morset appartient à la tribu des Arikara. Il a grandi ici et a toujours connu ces paysages. Mais comme tous ses contemporains, il porte le deuil des terres arrachées aux Indiens. On est la première génération à n'avoir connu que ça. Je n'ai jamais vu la maison de mon père. J'ignore comment vivait mon grand-père. On ne sait rien de tout ça aujourd'hui. Il n'y a plus qu'une grande étendue d'eau à la place des villages de nos ancêtres. 144 000 hectares de terres cultivables ont été noyés. Un pont traverse le lac réservoir. Jason nous emmène à Newtown, la grande ville de la réserve des 3 tribus. Je suis chez moi ici, mais parfois j'ai envie de m'en aller. Parce que je vois ce qui se passe. La drogue, l'alcool. Je vois les ravages que ça continue de faire dans notre peuple, dans ma famille. C'est douloureux. Four Bears, 4 ours. Tel était le nom anglais de Matotopé. C'est aujourd'hui celui du premier employeur de la réserve. Un casino, avec un hôtel et un centre de congrès.
Depuis 1988, une loi fédérale autorise les Amérindiens à financer leurs réserves par les jeux de hasard. Les recettes du casino ont permis de construire des répliques de maisons en terre à Newtown, destinées à faire connaître aux touristes la culture traditionnelle. Mais les visiteurs sont rares, et Jason et ses amis musiciens peuvent s'en donner à cœur joie. Ce moment fugace nous rappelle que le monde immortalisé par Carl Bodmer n'a pas complètement disparu. Nous poursuivons notre exploration de la réserve de Fort Berthold. Jason veut nous montrer la beauté et l'immensité de la prairie, telle que les voyageurs du 19e siècle les terres sont aujourd'hui menacées. La réserve se trouve sur le gisement de Bakken, un champ pétrolifère plus grand que l'Espagne. On y pratique depuis 2008 la fracturation hydraulique, un procédé visant à extraire les hydrocarbures par injection d'un fluide à haute pression. Aujourd'hui, le site produit plus d'1 million de barils par jour, transportés ensuite par 15 trains d'une centaine de wagons. À terme, les Indiens craignent qu'il ne reste ici que des eaux polluées, dans un paysage sinistré et vidé de sa faune. Quand on inspire, on a l'impression d'absorber la vie, l'air frais. Mais il ne faut pas oublier les polluants dans la région. Il y a du pétrole ici. Alors on subit le pétrole. Autrefois, c'était les fourrures, les terres. Aujourd'hui, on se bat pour le droit de vivre. Parce que quand les eaux seront contaminées par le pétrole, on disparaîtra. C'est aussi simple que ça. Les 3 tribus ont lancé une initiative pour enrayer la destruction progressive de leur environnement. Au début des années 1980, elles ont commencé à réintroduire dans la réserve des bisons transférés depuis un parc national. Par les non-autochtones. Le bison fournissait de quoi manger, s'habiller, avoir chaud, vivre. On utilisait l'intégralité de l'animal. Mars 1834. Le prince Maximilian entame la dernière partie de son voyage. Je me suis attaché dans ces pages à décrire l'aspect de ce pays remarquable, sa nature sauvage et sa population aborigène. C'est sans aucun doute l'observation de ces peuples qui intéresse surtout l'étranger lorsqu'il parcourt ces contrées, d'autant plus que le soi-disant américain les regarde avec un mépris mêlé de haine. En Europe, voyage dans l'intérieur de l'Amérique du Nord,
du prince Maximilian enflamme les lecteurs et les transporte dans un monde bientôt mythifié. Je suis un Amérindien et je perpétue ces traditions. Je crois que Maximilian et Bodmer nous ont aidés à préserver une partie de notre culture collective et de notre histoire. Quand on utilise ce mot « préserver », on a tendance à se dire « c'est bon, c'est sauvé ». Mais pour nous, Dakota ou Lakota, ça signifie qu'on peut s'en emparer à présent. Leur travail est une richesse pour nous, plus de 160 ans après. Le 18 avril, à la mi-journée, on chargea le bateau. Accompagnés des habitants du fort et de plusieurs de nos connaissances indiennes, tels que Matotopé, qui nous serrèrent tous la main, nous prîmes place dans le bateau. On nous salua de quelques coups de canon du fort pour nous souhaiter un bon voyage. Encore un adieu. Winnetou wird glücklich sein, wenn sein weißer Bruder bald wiederkehrt. Je te le promets, Winnetou, mon frère. Que le grand Manitou guide chacun de tes pas et te protège. Hugues. Je regardais mon ami Winnetou disparaître dans la brume. En juillet 1837, le chef Matotopé meurt, de la variole, comme 90% de son peuple, à l'âge de 40 ans. Le souvenir de cet homme et de son univers est bien vivant grâce au récit de Maximilian zu Wied et aux œuvres de Karl Bodmer, mais aussi grâce au roman de Karl May.